Bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous accueillir avec Oriane ce soir pour un nouveau webinaire de Seed Legals avec comme thématique, comme vous avez pu le voir, la levée de fonds, mais une levée de fonds notamment pour passer à un stade assez critique qui est celui de passer du seed à la série A. Donc on aura déjà passé plus ou moins le très très early stage, donc quand on a lancé l'idéation, quand on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire, quand on a commencé déjà à avoir un peu de revenus, à avoir de l'attraction, comme on le dit, et peut-être d'avoir déjà aussi levé des fonds auprès de proches, de la famille, de business angels ou autres. Et là, on se dit, OK, on va devoir accélérer, développer la croissance, et il nous faut des partenaires, notamment des fonds, pour pouvoir accélérer sur ce qu'on a pu déjà senti en termes de traction, en termes de commercial, en termes de marketing, qu'importe. Et ses partenaires, bah, ça peut être The Moon Venture, qu'on a le plaisir d'accueillir avec Oriane ce soir pour parler justement de cette thématique, parce que The Moon Venture investit, mais je vais te laisser te présenter évidemment en quelques mots, Oriane. Avant ça, évidemment, je vous présente Seed Legals en deux mots. Donc, on a l'habitude d'accompagner des entrepreneurs, que ce soit dans la phase d'idéation, de la création de la startup, que ce soit aussi dans les premières levées de fonds auprès de vos proches, comme je venais de l'expliquer, ou des levées plus structurantes avec des acteurs comme The Moon Venture ou d'autres fonds d'investissement jusqu'à des séries A. Donc, on est basé en Angleterre, en France, aux États-Unis et en Irlande. Et on a le plaisir aussi d'être à Station F en France et d'accompagner des entrepreneurs comme vous. Toutes les questions que vous avez, c'est l'occasion de les poser aussi pour le format de ce webinaire. Quand c'est interactif, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, n'hésitez pas, comme Stéphanie vient de le faire, voilà, de parler dans le chat. Et salut Stéphanie, et de poser vos questions pour les prendre à la volée quand c'est pertinent. Et aussi, évidemment, à la fin, se réserver quelques petites minutes pour répondre aux autres questions que vous pourrez avoir. Mais avant ça, je vais évidemment te laisser te présenter, Oriane. Merci encore d'être là. Merci pour cette introduction et bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. En effet, pour présenter The Moon Venture, nous, très rapidement, on a été créé donc en 2018. On a investi à peu près dans une soixantaine de startups, 60 millions d'euros aujourd'hui. Et on investit du seed jusqu'en série A, donc c'est ce que tu as décrit, avec notamment nos 160 investisseurs qu'on agrège aujourd'hui, la moitié qui vont être à la tête d'une ou plusieurs sociétés, donc qui ont ce côté hyper entrepreneur, et l'autre moitié qui ont été à la tête, dans des postes clés dans des grands groupes. On a par exemple l'ex-DG d'Unilever, l'ex-directeur, l'ex numéro 2 du Crédit Agricole, qui est d'ailleurs dans notre conseil d'administration. Enfin voilà, l'idée c'est qu'ils interviennent à nos côtés, nous analystes, pour juger de la pertinence des dossiers, mais aussi post-levée à vos côtés, vous, les fondateurs et fondatrices, avec justement un startup manager, donc c'est quelqu'un au sein du pôle accompagnement qui régit toute la relation, donc qui fait des points mensuels avec vous, qui fait aussi de nombreux événements. Et l'idée, c'est vraiment de vous mettre en relation avec nos investisseurs, nos partenaires, en fonction de vos enjeux du moment. Merci pour cette présentation. Et c'est un investissement dans des secteurs en particulier, c'est agnostique, hein. Oui, Vous, c'est un tout type de secteur. Et donc, si c'est 60 investissements pour 60 millions, c'est un ticket qui est de 1 million, hein. ouais, c'est Juste ça. les maths Enfin, sont ouais, bons. c'est ça. C'est ça, exactement. On est en effet assez généraliste. C'est juste la biotechnologie qu'on met de côté dans nos investissements. Et en effet, notre force de frappe, ça commence à partir de 500K euros et on va jusqu'à 3 millions. Et Voilà. les fondateurs aussi, c'était l'idée de Zoom Venture, c'était de créer justement un peu le palier pour passer du seed à la série A et d'accompagner à la fois d'un point de vue stratégique mais opérationnel avec des acteurs comme tu les as décrits qui sont dans votre réseau. Et donc, Oui. c'était d'apporter cet accompagnement, ces connaissances et notamment en filigrane de ce dont on va parler, c'est-à-dire que à la fois des aspects financiers, des KPI, donc Mm. des indicateurs clés de performance qui sont hyper importants pour vous à suivre côté startup. Et aussi, vous, c'est forcément des éléments qui sont des éléments déclencheurs pour dire est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce que ça vaut le coup peut-être de suivre encore le projet jusqu'au moment où ça pourrait faire sens de discuter un peu plus d'un éventuel investissement. Il y a pareil, il y a les logiques de pitch deck et autres dont on va parler, mais c'est un peu l'idée, si je comprends bien. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'idée, c'est l'idée d'accompagner les fondateurs et les fondatrices tout au long de leur élément de croissance, leur élément de vie d'entreprise. C'est de se dire que les enjeux diffèrent en fonction des différents moments de vie. Forcément, au départ, peut-être ça va plus être des enjeux commerciaux, après ça va plus être des enjeux marketing, après ça va plus être des enjeux de structuration d'équipe. Et c'est en fait devenir ou financière. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas d'outils et de personnes à solliciter. Et c'est aujourd'hui la force, en effet, de The Moon Venture, c'est qu'on
quand on finance les entreprises, elles font entre 250K de chiffre d'affaires et on les accompagne justement dans ce passage à l'échelle avec certaines qui en font plus de 20 millions aujourd'hui. Donc D'accord, ouais, c'est quand c'est même, ouais, là il y a déjà. où voilà, c'est là où on est pertinent, c'est d'aller solliciter en effet des investisseurs qui ont potentiellement vécu la même chose, qui sont hyper pertinents sur certains secteurs pour aller venir challenger et organiser toute la stratégie commerciale sur comment on anime l'équipe, comment voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses et plein d'enjeux qui diffèrent en fonction des différents moments de vie et c'est là où en effet on a de l'impact. Parce qu'il y a effectivement en fonction de ces moments de vie aussi des partenaires, que ce soit des partenaires financiers notamment pour parler de levée de fonds ce soir Mm. dans ce webinaire, qui en termes de profil vont évoluer, vont être différents. Surtout au début, je parlais justement dans l'introduction, ça peut être de la famille, des proches qui croient plus en vous même que le projet et ils financent plutôt vous que le projet. On en parlait d'ailleurs lors du dernier webinaire, c'était avec Orange Ventures, donc là qui se situe en tant que corporate venture, fonds d'investissement qui investit à un stade encore plus haut en termes de maturité que toi, Oriane, avec The Moon Venture. C'était plutôt dans les gros stages, donc série A et plus, même si occasionnellement et opportunistiquement, ils pourraient investir en seed. Mais vous voyez, vous comprenez qu'il faut s'adresser en fonction de la maturité à des profils différents. On va y revenir d'ailleurs sur ces Ouais. différents profils d'investisseurs qui peuvent vous accompagner et vous aider. Mais voilà, c'était pour planter un peu le décor par rapport à notre discussion initiale, parce que toi, les entrepreneurs que tu as l'occasion de rencontrer, et tu en rencontres un bon paquet, hein, vous recevez combien de pitch deck par semaine, Ouais. par mois? C'est un certain nombre. Ouais, c'est ça, c'est en effet, c'est 1000 startups que Zoom Venture, enfin, que le pôle analyse rencontre par an. Je Ok. rencontre personnellement plus de 300. Donc en effet, c'est rencontré, donc tous les pitchs qu'on reçoit, etc., c'est non comptabilisé là-dedans. Donc je pense on doit bien compter le double aujourd'hui. Donc en effet, c'est ça aujourd'hui notre force, c'est qu'on a on a une vision aussi globale de tout ce qui peut se faire et de la façon voilà, on va y revenir et c'est tout le sujet, hein, je pense que c'est comme ça, voilà, mais des KPI à mettre en avant, de comment se positionner, de comment amener chaque élément. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'on va beaucoup regarder. Et c'était justement l'idée de ce point de faire un peu le dessous de de tout ce processus. Ouais, toute l'analyse qui est la tienne en tant qu'analyste, de savoir comment tu décortiques déjà les mails que tu peux recevoir, les premiers meetings, Exactement. les dossiers que Ouais, tu vas recevoir avant, parce que c'est très concurrentiel. Il faut aussi l'avoir en tête et c'est compliqué d'aller lever des fonds, d'arriver à convaincre bah, clairement. des partenaires potentiels comme toi avec The Moon Venture et d'autres, hein, parce que vous sélectionnez une infime minorité. Là, tu le dis, tu es à 2000, si je grossis parce que c'est 1000 tu vois de startups, mais si tu fais le double avec ce que tu reçois par an, sachant que tu as investi dans 60 en l'espace de quoi? De 5 ans. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à Donc peu près une c'est quinzaine d'investissements ouais, par 10 à 15 donc par an. c'est conséquent et c'est là où il y a une Ouais, bien sûr. sélectivité très très forte. Et déjà, c'est de savoir et connaître où est-ce que les fonds d'investissement ou C'est hyper important. justement dans quel secteur vous investissez, en fonction de quelle maturité. Typiquement, toi, si tu as une société en pré-seed qui vient de voir, donc peut-être que ça peut être intéressant, mais tu vas peut-être décliner tout de suite parce que c'est pas ton, en bon français, sweet spot, quoi. C'est un peu Non, non, l'idée. carrément. Non, non, carrément, c'est hyper important. Puis même pour les fondateurs et fondatrices, en fait, c'est hyper chronophage. La levée de fonds, nous, on le remarque au sein de The Moon Venture. Tous les fondateurs et fondatrices qui ont fait des levées de fonds, ça s'en ressent forcément au niveau du business parce que c'est du temps où tu te défocuses et c'est du temps en fait qui honnêtement je pense ne souhaite pas passer à faire des pitchs, à répéter etc., la même chose. Donc en fait il faut essayer d'être le plus efficient possible et donc du coup être le plus pertinent dans les échanges avec les acteurs choisis. Et c'est pour ça que c'est hyper important de regarder les screenings, de regarder, bon, on y reviendra, mais de regarder les screenings, de faire un screening de OK, voilà tous les fonds, voilà quelle est leur thèse, est-ce que j'y corresponds et de se dire, bah, en fait, peut-être sur les deux premiers, allez, on passe des fonds, et tant pis pour nous, mais qui sont non pertinents, que je considère comme non pertinents, et après, en effet, par la suite, je rentre sur des choses un peu plus pertinentes. Mais ce qui peut aussi être intéressant, c'est éventuellement de créer du lien avec vous. Après, est-ce que c'est intéressant de le Ouais, faire ou non? Parce que si c'est dans une démarche tout de suite de vouloir lever des fonds, peut-être que tu te diras bon, non et tu passes. Mais si c'est une démarche un peu plus, je sais pas, ouverte, si je peux dire, sur la création d'une relation, sur savoir ce que vous faites, etc., est-ce qu'il y a quand même un ouais. intérêt de vous solliciter ou c'est un peu tôt et mieux vaut pas
bien sûr. Non, si, si, après, bien sûr, on est toujours qui-vive. L'objectif, c'est aussi ça. Bon, là, je parle pour The Moon Venture, mais je pense que tout investisseur est comme ça. C'est qu'on a des croyances, on croit à certains Mm, marchés, on voit des tendances qui se dessinent. Nous, en plus de ça, on a nos investisseurs qui sont experts de certains marchés. Donc, en fait, bien sûr. qui nous disent, bon, en fait, là, moi, enfin, je sens qu'il y a une belle dynamique autour de ce sujet. Donc, en fait, nous, analyse, ça nous permet aussi d'être derrière, d'être plus regardant à l'égard de ces sujets. Donc, non, il ne faut pas se fermer non plus des portes. L'analyste en jugera la prédominance, enfin de la pertinence de ces éléments. Mais c'est vrai que ouais, ça dépend. Voilà, il y a différents stades, bien sûr. Mais généralement, en précise ou au début, c'est plus en effet de la love money, comme tu l'as dit, de la love money, des business angels qui peuvent être aussi être hyper pertinents. Et là encore, c'est l'idée de ne pas se dire qu'on reste sur des business angels qui sont juste dans notre secteur d'activité, mais vraiment aller chercher des business angels plus larges qui peuvent vous apporter tout autre chose. Généralement, on reste un peu plus cloisonné. Bah ouais, on veut forcément, c'est hyper bien d'avoir dans notre secteur, enfin le business angel dans notre secteur qui investit, et c'est sûr, c'est trop bien. Mais d'autres peuvent vous apporter totalement autre chose, de la Mhm. structuration au niveau commercial, comme j'ai dit, de la structuration au niveau marketing. Donc en fait, c'est justement se dire peut-être au départ plus faire de la love money, après aller justement sur des business angels pour pas perdre son temps et avec un apport qui peut être très fort. Et après, aller chercher comme nous, des Ouais, fonds des VC, des clubs de institutionnels. etc. Ouais, Où des là, du coup, institutionnels. il y a tout un autre rapport, en fait, où en effet, on est beaucoup plus organisé, on va avoir un apport, enfin, un accompagnement plus structuré. Donc tout ça, ça va être totalement différent et ça va aussi en fonction de la croissance de la startup. Donc on a bifurqué un petit peu sur les profils, mais ça c'est moi qui t'ai orienté là-dessus. Mais maintenant, une fois qu'on a un dossier qui correspond plus ou moins à tes critères, notamment les critères financiers. Mais ce Ouais, serait lesquels? Toi, tu regardes quoi? Justement, c'est ça qui peut intéresser aussi les auditeurs qui nous clairement. regardent et qui nous écoutent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, c'est quoi, hein? Parce qu'on parle souvent aussi Ouais, de ton runway, donc en fait de combien de cash tu peux avoir. Mais bon, ça aussi, côté fondateur, ça peut être quelque chose à ne pas dire à l'investisseur parce que ça te met un peu en fébrilité bravo, ouais. si tu dis l'info, si tu dis ouais, j'ai 3 mois de trésorerie devant moi, t'as peut-être pas envie de le dire, peut-être investir dans le cas de la négo. Mais bon, là, je caricature. Ouais, Mais bon, c'est peut-être un point à retenir. Mais toi, tu as une liste. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments? clairement. Bah non, clairement, en vrai, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, le runway, en fait, on posera la question forcément. Ça va être quelque chose qui va forcément nous intriguer, enfin, qui va forcément nous intéresser. Et en fait, une relation, enfin, avoir un fonds dans sa capital, c'est une relation de confiance. Et si dès le début, on n'a pas cette information, et c'est dès le début, c'est des informations qui sont pas bonnes, qui sont dites, en fait, tu casses cette relation de confiance. Donc, en fait, je conseille vraiment Bon, il d'être faut pas transparent. mentir non plus. Non, 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 mais d'être Ça, transparent c'est parce on demandera forcément, on le demandera forcément, ce sera forcément tout investisseur. Enfin, je vais pas parler pour tout le monde, mais néanmoins, nous, c'est clair et net qu'on le demandera et c'est quelque chose que c'est important de comprendre. On a toujours cette logique, en effet, de cash burn, etc. Mais bon, pour répondre du coup plus globalement à ta question sur les KPI qu'on regarde, sachant que nous, au sein de Zoom Venture, on est quand même très orienté sur du SaaS B2B. Mhm. Mais donc, du coup, vraiment, c'est l'idée de se dire que nos KPI, ce qu'on regarde, c'est ce que les VC regardent. Et bien sûr, en fonction des business models, des secteurs d'activité, d'autres KPI pourront vraiment être plus Bien importants sûr, bien sûr. et scrutés par les investisseurs. Mais en fait, nous, concrètement, la grande question qu'on se pose quand on met de l'argent dans une boîte, c'est quel est l'impact que ça peut avoir. Et pour y répondre, on va se concentrer sur 3 points clés. Déjà, le chiffre d'affaires actuel et l'attraction. En seed, on s'attend quand même à plutôt une très forte croissance, entre 200 et 100% ou plus, hein, voilà, mais Ouais, donc tu as un c'est multiple de généralement 2 ou de 3 quoi. C'est fois 2 ou fois exactement, 3 c'est général, d'une année à l'autre, en ironie, hein. exactement, Ok, c'est ce qu'on voit nous dans notre portefeuille au sein de The Moon Venture. En série A, on est plutôt entre 100 et 30%. ok. Après, donc, ça va être un point Ça, clé, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Ouais. exactement. Ensuite, la détention du capital, c'est quelque chose qu'on regarde et qui est hyper important. Ça Mhm. dépend bien évidemment du stade de la levée. Mais notre philosophie, elle reste vraiment la même. Nous investissons avant tout dans des fondateurs et fondatrices. Ouais, surtout à ce Donc, stade. bah, exactement. Donc, en seed, il faut vraiment essayer, enfin, il faut vraiment que l'équipe fondatrice détienne au moins 70%, avec en série A plus 50%.
Mais en dessous de ces seuils, ça devient vraiment compliqué. Parce que du coup, les fondateurs sont très dilués, ils risquent de perdre la majorité au tour suivant. Et ça freine clairement l'intérêt des investisseurs. Parce que voilà, on investit dans des fondateurs et dans des fondatrices. Et donc, du coup, il faut être Tu hyper veux qu'ils soient vigilant. intéressés, eux, sur la suite et sur la création de valeur future à venir, quoi, sur quoi tu investis au final. Exactement. Exactement. Et ça, il faut être hyper vigilant, mais dès les premiers tours, en fait, pour pas. Moi, je vois beaucoup de fondateurs et fondatrices qui arrivent à moi et me disent, bah, en fait, ils sont en seed, ils sont déjà presque à 50%. Et en fait, je sais que du coup, avec ces levées de fonds, ils vont perdre perdre enfin, la Majorité, ouais. majorité. Mhm. Et donc, du coup, bah, forcément, ça pose forcément des problèmes pour lever des fonds. Et autre point qu'on va regarder et sur lequel on reviendra sûrement par la suite, c'est au niveau de la valorisation. C'est est-ce que j'y vais ou pas et à quelles conditions. Ça, c'est vraiment ces 3 points. euh, Très rapidement, en tant qu'analyste, lors des rendez-vous, que je me pose et que je vais devoir balayer et me dire, OK, bon, bah, si ça répond ces 3 points, OK, je vais pouvoir commencer à rentrer dans le détail des autres KPI. D'accord. Si on rentre du coup un peu plus dans les détails et dans les grands groupes de ratios qu'on regarde, on va encore revenir sur ce côté croissance. Il y a aussi toute cette partie commerciale et acquisition, et après la partie cash que tu as évoqué justement. Et justement, sur ce côté croissance, il y a un ratio que je voulais justement vous partager, que vous avez peut-être pas entendu parler, c'est justement ce ratio 40. Ce ratio 40, en fait, il combine la croissance et la rentabilité d'une startup. Donc, en fait, c'est la somme du taux de croissance annuel et la marge opérationnelle qui doit être au moins égale ou supérieure à 40, pardon. Donc, en fait, pour nous, en tant qu'investisseur, c'est un indicateur clé. Parce qu'en fait, si on décompose ça un peu plus en exemple, si votre croissance ralentit et tombe entre 20 et 30%, alors forcément, on va s'attendre que votre boîte soit rentable à hauteur au minimum de 20 à 10%. Et à l'inverse, si vous affichez une grosse croissance de 100% ou plus, on peut accepter que vous ne soyez pas encore rentable parce que cette croissance, justement, compense. Ça, Ce c'est une qu'on... logique, pardon, je te coupe, mais en termes Non, non, non. de projection, et comme si on Ouais. reprend les exemples dont tu parlais, notamment sur les multiples de croissance, qui sont hyper intéressants parce que c'est directement corrélé. Vous l'avez peut-être Mm. lu aussi, cette règle sur ratio 40, qui est, en anglais, c'est le Rule of 40. Et donc, si on prend l'exemple, tu attends un multiple en site de x2 ou x3, bah, tu es déjà dans 200 ou 100% de croissance, donc tu peux tolérer que ce soit pas rentable tout de Ouais. suite. Mais dans les projections financières, tu attendras probablement de retrouver cette règle et ces ratios de rentabilité. Donc ça, c'est plutôt dans le prévisionnel et à avoir ça en tête. Et donc de retrouver, mettons, en année 2 ou 3, voire année 4, ton ratio de 40 avec Toujours la maintenu. croissance et la rentabilité. Si on Ouais. prend l'autre exemple qui est la série A, là tu donnais par exemple Ouais. 30%. Donc ça veut dire si la société arrive avec 30% de croissance, bah, Mm. t'attendrais, si tu appliques ta règle et ton ratio 40, qui est peut-être 10% d'EBITDA Exactement. positif. Donc là, on Exactement. retrouve le 40, quoi. Ça, c'est les exemples, Exactement. ce que tu regarderais Ouais. en analyse. Et, et avec aussi ce ratio, nous, comme on a quand même plus de 70 startups qu'on a qu'on a dans notre base et sur lesquelles on peut prendre du recul sur ces ratios. Ce qu'on perçoit également, c'est de se dire qu'en fait, les startups qui sont proches, qui sont en seed, donc qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ont un ratio 40 beaucoup plus important et doit être même largement supérieur, enfin doit être entre voilà, 100, supérieur à 70. Et plus tu t'approches du million, plus tu vas te rapprocher du 40, du ratio 40. C'est vraiment ce qu'on constate. Donc, même en site, du coup, on va vraiment être dans cette recherche d'un ratio très supérieur à 40 et pas si proche de ce ratio 40. Ok. Ouais. Et en termes de données financières, juste pour revenir rapidement sur le runway dont on parlait, donc la trésorerie que vous Ouais. est disponible là et combien de temps il vous reste avant de devoir soit être rentable, soit de faire une levée de fonds. Toi, qu'est-ce qui te rassurerait? C'est d'avoir au moins 6 mois devant soi, au moins 12 mois? Ouais. Alors, du coup, forcément, bah, plus il y a, mieux c'est. Oui, bien sûr. Forcément, La rentabilité, c'est et- encore mieux, où tu n'as pas de problématique de ce type. exactement. Ce qu'on s'attend, c'est sûr qu'un runway supérieur à 6 mois, enfin, voilà, c'est quand même la base. Nous, de notre côté, c'est supérieur à 6 mois. 3 mois, Ok. ça commence à être.
c'est plus dangereux Ouais, et c'est juste, ouais, bien sûr. voilà, c'est plus dangereux et donc du coup, c'est plus dépendant de la levée de fonds. Enfin, ça implique Ça forcément met à qu'un... risque et ouais, ça rassure pas. Et il Exactement. y a d'autres éléments dont on avait parlé et dont tu m'avais fait part qui sont également dans les aspects commerciaux, l'évolution du panier moyen, la taille du panier moyen, donc en lien Exactement. forcément avec les cibles qui sont les vôtres, hein. Et donc, comme tu disais, avec ton petit disclaimer, donc vous avez plus l'habitude sur du SaaS B2B, donc ça peut se revenir après sur des churn et tout, mais on va y venir peut-être sur ces autres points. Mais si on reste sur cette évolution, il y a d'autres éléments, panier moyen, son Ouais, bah, évolution. c'est ça. En fait, c'est de savoir un peu d'où la croissance vient. Est-ce que ça vient d'une hausse de prix? Est-ce que ça vient d'une forte acquisition client? Est-ce que ça vient d'une stratégie où on baisse les prix pour accélérer? Voilà, c'est ça qu'on cherche à analyser justement à travers ce panier moyen. Après, c'est plus du coup, donc ça c'est un peu plus côté croissance, Mhm. ratio 40 et panier moyen. Après, on bifurque assez rapidement sur le côté commercial aussi et acquisition qui sont aussi des éléments clés en tant qu'investisseur. Et ici, généralement, nous, ce qu'on peut regarder, ça va être tout ce qui va être LTV CAC. Bah, je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de décrire ces calculs-là. Pour nous, un bon ratio, ça se situe entre 2 et 6. Au-dessus, forcément, c'est excellent, hein. En dessous, ça va être plutôt un ratio alarmant, mais on va toujours chercher à le décortiquer. Il faut toujours en fait, avoir des justifications sur tous ces ratios. L'idée, c'est de savoir combien vaut l'acquisition d'un client, combien ça vous rapporte en total, en comptant bien évidemment le churn. Et là aussi, je tenais juste à informer, enfin, ou du moins à renseigner ce calcul du CAC. Je vois beaucoup de fondateurs et fondatrices qui comptent seulement les dépenses commerciales et marketing, enfin les dépenses marketing, ads, SEO, etc. Mais il faut aussi, bien évidemment, nous, on intègre tout ce qui va être les salaires des personnes, les salaires des commerciaux, les salaires des personnes en marketing, et même vous, en tant que fondateur, si vous avez un salaire, le prendre au prorata de l'effort consacré à ce ratio. Parce que ça, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est tous les efforts qu'on y met, que ce soit en paiement, mais y compris avec les salariés qui dédient leur temps à le faire. Et donc, c'est comme ça. Et le LTV, c'est Lifetime Value, donc c'est la valeur que vous rapporte un client sur la durée. Si c'est lifetime value, donc c'est la durée pour toujours, mais en prenant en compte, comme tu l'as expliqué, le churn. Donc, le churn, c'est quoi? C'est aussi, si vous êtes dans une logique d'un modèle type SaaS, donc avec des abonnements, c'est combien de temps restent vos clients, est-ce qu'ils renouvellent et combien de pourcents ne renouvellent pas. Et c'est ça ce à quoi correspond le churn, c'est les non-renouvellements. Ça, t'as pareil, tu as des chiffres un petit peu de ce qui te plaît. Bon, évidemment, là, 100%, mais bon, 100%, c'est quand même très, très Ouais, exceptionnel ou peut-être pas. non, alors du coup, en termes de churn, bah, du coup, en termes de CAC, enfin, LTV CAC, du coup, je l'ai dit, du coup, entre 2 et 6, au-dessus de 6, c'est pas forcément c'est trop bien, en dessous, c'est un peu moins bien. Au niveau du churn, on est plus entre du 5%, du 5 à 10%. 5 à 10, enfin, bien évidemment, en dessous 5, c'est top. 5 à 10, on considère que c'est bon. Au-dessus de 10, on va commencer à regarder, à creuser et à poser quand même pas mal de Ouais, questions. comprendre Et pourquoi, ouais. voilà, c'est ça, comprendre pourquoi. Dans tous les cas, même un churn à 5%, j'essaie de comprendre pourquoi parce que c'est quand même hyper intéressant dans l'analyse. Bien sûr. Néanmoins, forcément, 10, 11, 12, ça va être un ratio plutôt défavorable qu'on va prendre en considération tant de valorisation que aussi bah, dans notre analyse pour bah, du coup se dire ok il y a peut-être un enjeu parce que après nous Saint Zoom Venture on accompagne énormément donc en fait c'est de se dire que et je pense que tous les investisseurs on se regarde là c'est de se dire ok bon bah, bien comprendre en fait l'enjeu pour que derrière nous on comprenne aussi l'impact qu'on peut avoir et de se dire en fait il suffit juste de déboucler telle ou telle chose pour derrière arriver à une très belle dynamique avec ce churn Bien effacé. sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours tout bien comprendre et tout nous expliquer pour que nous, derrière, on puisse aussi se projeter à vos côtés et se dire, OK, bon, bah, en fait, on aura un impact Ouais, vous êtes un considérable. réel partenaire là-dessus parce que Exactement, pareil, vous avez peut-être dans votre réseau un expert dans tel ou tel domaine qui pourra lui totalement. vous donner des conseils et vous Ouais, êtes l'entrepreneur entre les deux. Et tu parlais également du funnel d'acquisition. Donc là-dessus, ouais, pareil, tu vas regarder les taux de conversion exactement. et tous ces aspects. Donc tu décryptes clairement les aspects, donc évidemment financiers, mais pas Ouais, que, aussi beaucoup commerciaux et marketing. Donc, parce que c'est un peu le exactement. nerf de la guerre, clairement. Totalement. On regarde par exemple, l'autre ratio aussi qu'on aime bien, c'est le CA par ETP.
que beaucoup regardent. Donc, chiffre d'affaires Euh, par employé temps plein. Exactement. Du coup, l'idée, c'est, nous, ce qu'on va considérer comme un bon ratio, ça va être entre 500 et 100 k. Bien évidemment, au-dessus, c'est encore Toujours mieux. mieux. Voilà, totalement. En dessous, ça sera encore un point d'alerte. Et je profite de rester sur ce côté ETP pour avoir ce côté recrutement et pour alerter, enfin, pas pour alerter, mais pour éveiller dessus, en se disant que le recrutement, il doit toujours être progressif et cohérent avec l'évolution du chiffre d'affaires. Encore une fois, il faut vraiment se mettre à la place, à notre place. Moi, j'ai déjà rencontré une entreprise qui n'avait vraiment aucun commercial et qui prévoyait d'en recruter directement 4 dès le premier semestre post-levée. Donc, d'une, elle n'avait pas encore démontré sa capacité à encadrer une équipe sales. Donc, forcément, c'est des charges fixes derrière. C'est un recrutement, c'est chronophage, c'est coûteux. Si demain la croissance n'est pas au rendez-vous comme souhaité, bah, c'est une charge fixe qui passer la période d'essai, peut être plus compliquée à gérer. Donc ça, c'est vraiment un point d'intention voilà, qu'il faut prendre en considération pour nous, investisseurs, de ne pas se dire, OK, super, il y a la levée de fonds, je recrute, je recrute, je recrute. Non, parce qu'en fait, le BP, on voit beaucoup aussi de startups, et ça sera le sujet d'après, mais qui gonflent peut-être beaucoup ce BP. Et c'est ça que je rencontre 1 ou 2 ans après, où je re-regarde les données qu'ils ont pu m'indiquer, et je me suis dit, ah ouais, bah, le BP, ils sont pas du tout au rendez-vous. Donc en fait, ne pas vous fier en fait à vous si vous pensez que vous arrivez à un chiffre d'affaires. C'est pas dire super, je suis sûr d'arriver à ce chiffre d'affaires avec tant de recrutement. En fait, il faut vraiment être plutôt raisonnable à cette idée-là et pour être malléable pour le futur, quoi. Et puis, de toute Et façon, pour c'est être quelque malléable chose pour que tu côté pourras cash. creuser si tu le vois. Mettons il y a plein d'autres critères et indicateurs de performance là, qui sont au vert, mais tu vois ça, bah, tu vas Ouais, creuser, tu vas te challenger également. Mais comment tu comptes exactement. le faire, etc. Et peut-être que même tes retours pour aider là-dessus, avoir une approche, au moins de challenger un peu l'approche. Peut-être parce que les Clairement. fondateurs, il y en a un qui est un sales et qui a un background hyper solide et donc qui sait manager, etc. Peut-être qu'il répondra, donc ça te rassurera, toi, Totalement. investisseur. À l'inverse, Exactement. peut-être que non, pas du tout. Donc là, effectivement, ils prendront ces éléments pour argent comptant. Ouais. Il y a une question qui est posée par Rudine, qui est aussi pour les deep tech, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffres, etc., et Mm. donc des deep tech, mais ça rejoint peut-être l'aspect biotech dont tu parlais aussi, où il y a beaucoup Ouais. de R&D, même énormément de R&D, beaucoup d'investissements. Donc, est-ce que c'est Mm. plutôt, en fait, là, des investisseurs spécialisés dans des deep tech qu'il faut Clairement. aller voir, ou Ouais. des investisseurs comme toi, où toi, tu diras, bah, non, c'est trop deep tech, entre guillemets, ou Ouais. trop technique, donc toi, enfin, tu saurais même pas comment aider ou l'apport, ou peut-être quand ça pourra faire du chiffre d'affaires, donc un peu plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. À la limite, en effet, c'est ça que nous, on n'est pas du tout en France spécialisé en deep tech, donc malheureusement, je pourrais pas être, enfin, voilà, être En effet, ces ratios sont non pertinents, forcément, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc c'est non pertinent. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on n'y va pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de référentiel, parce que aujourd'hui, on est plus sur un risque marketing commercial dans lequel nous, on se positionne, nous, en tant De qu'investisseurs. Donc, on déploiement, oui. arrive exactement. On arrive dans cette un peu logique de train que j'aime bien reprendre, mais c'est de se dire le produit fonctionne et il correspond au marché. Et on sait derrière que le marché est prêt à payer pour ça. Dans la deep tech, on est sur de la R&D qui est très, très importante. Pareil pour la biotech. C'est pour ça que nous, on s'y positionne pas. Donc, c'est que je serais peu pertinente dans ce domaine. Ouais, mais d'où l'importance, comme on se l'est dit, de cibler des investisseurs, quitte à, voilà, Clairement. là, clairement, se dire, OK, ils sont identifiés plutôt deep Clairement. tech, ils ont peut-être investi là-dedans, donc ce sera Ouais. pertinent Faut d'aller pas. chercher, d'échanger avec eux, Mm. plutôt que peut-être des investisseurs généralistes, effectivement. Ouais. Euh, et donc là, ça, c'était les questions et les ratios clés, avec Ouais. en petite intro, évidemment, la partie typologie d'investisseurs. Ouais. Et après, il y a la question aussi du momentum, c'est-à-dire quand est-ce que Clairement. on va aller lever des fonds, quand est-ce que voilà, c'est pertinent d'y aller. Et en fait, c'est comment se préparer Ouais. pour aller pitcher des investisseurs, parce que comme tu l'as aussi justement dit, on n'est pas en levée de fonds perpétuelle parce que c'est Mm. clairement hyper consommateur en temps, en énergie. Et vous, les fondateurs, c'est un moyen, la levée de fonds. Ça vous permet d'accélérer. Et en fonction des typologies d'investisseurs, est-ce que c'est pertinent d'aller voir des fonds ou autres? Pareil, on va y revenir. Mais
Donc, c'est quoi Ouais. le moment un peu idéal? Alors, évidemment, c'est quand on n'a pas besoin, souvent on l'entend dire. En fait, c'est ça que je rencontre. C'est intéressant parce que justement, j'ai vu une startup, là, une fondatrice qui était justement bootstrap, donc qui n'avait jamais fait de levée de fonds auparavant, et qui, en fait, est venue me voir en fait, au moment où bah, en fait, sa croissance, elle arrive presque à quasiment stagner. Un plateau. C'est ça, en fait, où bah, elle est plus sur cette dynamique. En fait, elle est plus sur une très bonne dynamique. Et en fait, elle me dit bah là, je viens de lever des fonds. Et bah, du coup, c'est là où on arrive justement sur bah, le momentum et en fait sur l'importance de lancer son roadshow au moment où si vous êtes sur une tendance de croissance, c'est un peu comme un train. Tant qu'il est à l'arrêt, personne ne veut monter. Mais dès qu'il est en avance et qu'il accélère, bah, c'est le bon moment pour aller chercher des fonds. Et l'idéal, c'est d'arriver justement à préparer, par exemple, si vous êtes sur le point de signer un gros contrat et que vous avez besoin de financement pour le déployer, bah, c'est là qu'il faut enclencher. Sinon, forcément, en tant qu'investisseur, tu te dis, bah, ouais, c'est beaucoup moins sexy d'avoir un, un train à l'arrêt, t'as pas envie d'y monter en fait. Tu te dis, bah ouais, Non, mais il y a l'exemple trop. que tu prends est très éclairant. Enfin, c'est une bonne Ouais. image parce que tu peux avoir une croissance et avoir du coup en bootstrap, avoir de la croissance organique et avoir réussi à Mm. monter ton business, faire du chiffre d'affaires, déjà c'est super. Mais si tu es dans le moment où ça tombe un peu, où c'est stagnant, ben, euh, forcément, Exactement. toi, pour te convaincre, en tout cas pour te donner Pour se envie, c'est projeter, pas les bah meilleurs ouais, arguments. C'est bah, donne-moi des fonds et là, clairement. bah, tout de suite, est-ce que oui, tu vas faire de la magie et C'est ça. démultiplier par faire des fois 2 fois 3 fois 4. Exactement. C'est peut-être pas le C'est. secret. Donc le Ouais. momentum est important. C'est avoir un peu tous les signaux au vert pour Ouais. être les plus Bah, beaux, les plus forts possibles, bah, idéalement. et c'est de se dire, en fait, ouais, c'est ça, c'est de se dire, quand on investit 5 millions d'euros, on sait d'ailleurs que ça va arriver sur 5 millions d'euros ou plus. En fait, c'est vraiment dans cette dynamique de train de tout roule. Pas tout roule, bien évidemment. Enfin, à chaque fois, c'est ce que je dis. Donc, il y a des ratios forcément qui peuvent être à creuser et à challenger. Et forcément, il y aura toujours des améliorations. Mais ça restera juste des améliorations. On n'arrive pas vraiment à, à cet arrêt total, quoi. Et en parlant un peu dans le lien du momentum, évidemment, quand est-ce que c'est le plus intéressant de venir vous voir, c'est quand on a les bons chiffres, on a une bonne dynamique et on Ouais. a ces éléments à faire valoir auprès des discussions avec toi. Mais après, comment on te contacte? Est-ce que c'est quoi? C'est du cold emailing, l'outreach, du LinkedIn? Parce que souvent, on peut aussi se poser ces questions. C'est où vous trouvez, comment? Est-ce que c'est des intros qui Ouais. marchent le mieux? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu On- recommanderais là-dessus? Ouais, il n'y a pas de, il y a pas enfin, l'importance en fait, c'est vraiment de faire un message qui est pertinent, qui met en valeur vos atouts. Euh, et peut-être en fonction aussi, alors bah, ça dépend aussi de votre stade de maturité, mais c'est de se dire en fonction de business angel, en fonction de fonds ou de club de BA comme nous on peut être, de nous intégrer en fait, de se dire bah voilà, par exemple, je suis un acteur de la tech, j'ai vu que vous avez investi dans telle et telle startup, bah forcément, ça fait sens. Et en même temps, du coup, de mettre bah, du coup, vos axes clés, vos points clés d'entreprise, vos KPI clés, votre marché, comme quoi voilà, il est énorme et que vous avez déjà atteint tant. Euh, c'est savoir bien se vendre et savoir euh, s'adresser au bon interlocuteur en l'incluant, et je pense encore d'autant plus pour des business angels, quand vous vous adressez aux business angels. Moi, du coup, pour en côtoyer 160, et pour en côtoyer, enfin, voilà, pour côtoyer des business angels, en fait, souvent, ils me disent, bah, moi, non, je vois pas l'apport que je peux avoir, en fait. C'est pas mon cœur d'activité, etc. Pourquoi ils viennent me voir? En fait, pour des business angels, il faut vraiment arriver à leur raconter une histoire et à les transposer dans votre histoire, de vous dire, bah, de se dire, par exemple, c'est une personne qui a un très bon background tout ce qui est côté commercial, etc., bah, c'est de se dire, OK, bah, là, c'est un enjeu fort chez moi, donc en fait, je l'insère dans mon histoire. Aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 je pense que c'est ça qui marche, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir ton avis, etc. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils recherchent, ces business angels. C'est vraiment ce qu'ils recherchent, qu'on leur Donc raconte une d'apporter leur histoire et qu'on les expertise transporte. en plus de Exactement. pouvoir participer Mais financièrement, ouais. ouais, et il faut aller les chercher en les intégrant parce que beaucoup se disent, bah non, je suis pas pertinent, en fait. Ou non, ça Ouais. va pas, je serai pas pertinent. Donc, en fait, il faut vraiment aller
et chercher. Mais sinon, bah non, c'est se mettre en valeur en vrai. Hein. C'est un petit Bien mail sûr, ouais. qui parle des ratios clés, une belle croissance, voilà, hein, des beaux petits ratios Vous, c'est forcément. quoi vos meilleurs canaux justement d'acquisition pour les startups? Ouais, alors c'est vrai que quand même aujourd'hui, le meilleur des réseaux d'acquisition, ça reste bah, nos investisseurs déjà qui rencontrent, qui ont beaucoup C'est de votre réseau startups qui qui les vous met en relation. exactement. Ouais. Donc notre réseau, ça va être bah, beaucoup des acteurs comme voilà comme vous, c'est légal, comme le Vidal BCA, où on a investi dans pas mal d'entreprises qui étaient Vidal BCA qui sont prévenues, c'est légal, c'est pareil, enfin, ça reste en effet Il y a des proxys qui les peuvent faire des filtres un peu pour vous, c'est ça. c'est Enfin, ça, c'est je ce pense, qu'on appelle aussi je la logique de pense, scouting, permet exactement. également de. Mais après, Après, on tu aime as quand bien même aller. aussi ce qu'on appelle le deal flow, donc qui vient, que ce soit en candidatant directement depuis votre site, Exactement, exactement. en direct, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, du coup, on aime bien aussi ouais, être. Non, 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 mais ouais, c'est que c'est quand même la majorité, c'est quand même via notre réseau, ce qu'on finance par la suite. Bah ouais. Et Mm. en parlant des choses justement que tu aimes bien voir Ouais. sur un pitch deck, le pitch deck, parfait, rêvé, c'est quoi? Euh, Ah ouais, c'est vrai qu'on une justement, nous, structure ou un ordre de présentation donné ou je sais pas. ouais, on a travaillé sur ça avec l'équipe justement de The Moon Venture pour définir le deck parfait. Mhm. Déjà, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir peut-être deux pitchs différents. Ça, en fait, au final, je l'ai jamais vu, mais moi, je me dis que ça serait plutôt pas mal. C'est en fait d'avoir un pitch que vous envoyez par exemple, le premier mail ou le premier contact. Et en fait, le fait qu'on lise votre pitch et peut-être d'avoir des commentaires derrière, nous permettant de comprendre votre pitch, de comprendre votre idée, enfin, vos points principaux, sans du coup avoir un pitch brouillon. Et derrière, d'avoir votre pitch sans les commentaires que vous nous présentez. Je ne sais pas si j'ai bien été claire, mais c'est vraiment d'avoir deux pitchs. Un où je puisse le comprendre sans vous, et normal parce que je le reçois sans vous, et un que vous me diffusez lorsqu'on a un rendez-vous, qui... Donc un premier peut-être un peu plus détaillé en termes de exactement. wording, enfin de Ou texte, avec des petits commentaires, ouais, avec des petits ou des commentaires derrière. commentaires, Ouais. ok, donc qui te Parce que du coup, c'est vrai mettent que dans. Ouais, 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 bien sûr. parce qu'un deck qui est trop chargé, c'est pareil, ça c'est un peu un red, enfin c'est pas un red flag, mais on se dit ah oui, enfin, vaut mieux rester quand même toujours sur quelque chose de De très, synthétique et. voilà, exactement, et plus mettre des petits commentaires. D'accord. Et, et donc du coup pour revenir un peu sur la composition un peu du corps du deck, nous ce qu'on aime bien au tout départ, c'est revenir sur l'équipe fondatrice. Clairement Ouais. expliquer bah, du coup qui est l'équipe fondatrice, les compétences, les expériences, pourquoi avoir identifié le sujet du projet, pourquoi par exemple s'ils sont associés, pourquoi être associés ensemble. Et vraiment donc là il faut la posture un peu adoptée qu'on aime bien se dire, c'est se dire bah, voilà, faut être humble, faut montrer que bah, vous avez réussi à tirer de vos expériences, de ce que vous apportez chaque projet, et bien évidemment mettre en avant pourquoi l'équipe fondatrice est compétente, complémentaire pour développer le projet. Donc ça, c'est vraiment une première slide, c'est moi je trouve enfin, le plus important, ça met les bases. Des fois en plus, vous avez tous des parcours hyper riches, donc ça, forcément ça impose, on se dit ah oui d'accord, il sait de quoi il parle. Ensuite, justement, on arrive au projet, donc ça c'est sur une deuxième slide. Le projet, donc c'est comment est votre solution, donc en fait, quel est l'impact de celle-ci, donc avoir peut-être un ROI, est-ce que la solution est utile, 10 fois mieux pour le même prix, 10 fois moins cher. Là, c'est pareil, il faut montrer que vous avez bien compris le marché, que vous l'avez vécu, que vous avez interrogé suffisamment de personnes. Il faut vraiment essayer de faire comprendre que c'est un must-have et non un nice-to-have. C'est vraiment le petit truc que je pense que tous les investisseurs disent, mais c'est qu'il faut vraiment démontrer que, surtout là, dans cette période où ça peut être peut-être est apparenté un peu une période plutôt de crise ou du moins de difficulté, où les entreprises du coup sont moins propices à des investissements qui vont être bah, un nice to have. C'est des choses qu'on va beaucoup regarder. Donc c'est pour ça que c'est important de petite Donc slide ça, c'est en là-dessus. lien avec la problématique que tu adresses. C'est clairement voilà, Ouais, montrer que cette problématique-là, vous exactement. avez une solution qui est quasi indispensable, en tout cas qui vraiment C'est ça, résout la problématique donnée, mais pas totalement. simplement des gens qui pourraient s'en passer. Donc, si on revient à ce Ouais, que tu nous disais avant, c'est comment aussi pouvoir le démontrer? Bah, on peut le démontrer de ouais, manière chiffrée sur les données financières dont on a parlé tout à l'heure. ouais. Clairement, ouais.
Et après, bon, il y a toute une liste. D'ailleurs, j'ai mis un petit exemple que vous pouvez télécharger là sur Site Légal. On a beaucoup de contenu hein, sur ces aspects-là. Donc, ça peut vous éclairer. Et évidemment, inspirez-vous de pitch decks qui ont déjà été faits. Regardez-les, regardez des pitchs aussi pour clairement. voir comment les personnes présentent leur projet, parce qu'il y a des choses à retenir, que ce soit des pitchs de 1 minute à 1 minute 30, ou alors des pitchs un peu plus longs, que ce soit les supports pitch deck et autres. Tout ça, de toute façon, c'est un exercice qui est indispensable parce que ça fait partie des documents dont vous avez besoin hein, pour pouvoir aller Mm. lever les fonds. Parce que il y a certes le pitch deck, mais bon, on parlait justement du prévisionnel hein, en termes de Ouais. documents à avoir. Ça, c'est un prévisionnel qui est généralement sur quoi? Sur 3 5 ans. Toi, tu as ta religion 5 là-dessus? ans, Comment? ouais, non, non, c'est 5 ans, enfin 5 ans, j'aime bien avoir 5 ans quand même, mais bon, voilà, Ouais. Si 5 c'est ans, 3 c'est et que c'est bien. bien fait aussi, ça passe, quoi, Oui, hein, voilà, c'est évidemment. ça. Bah, après, je me doute bien qu'au bout de 5 ans, les prévisions, c'est difficile, même pour nous, c'est difficile d'en juger de la Bon, pertinence, même mais à c'est 3 ans, du moins d'avoir une généralement, visibilité. c'est Bah, un c'est peu. ça, Ouais. exactement. On est tous dans le même cas, mais c'est en effet d'avoir un visu au moins sur 5 ans, c'est bien. Et ça revient à l'autre aspect dont on parlait également sur Ouais, les ratios financiers, donc notamment le ratio 40, la ouais, rule of 40, avec les 40, peu importe comment on l'appelle, mais cette exactement. logique-là de montrer la rentabilité, souvent on entend dire que dans le prévisionnel, notamment si on est en site par exemple, on s'attend à ce que ce soit en année 3 qu'il y ait une certaine rentabilité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ou ça dépend? Ouais, Mais il faut c'est montrer vrai quand même de que la rentabilité dans le prévisionnel, non? c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même, quand on investit, on se dit, OK, la rentabilité, ce qu'elle sera atteinte dans 2 3 ans. Donc Ok. en effet, Donc, on va quand même regarder cette capacité à aller atteindre cette rentabilité. ouais. Mm. Et après, c'est toute la logique et la cohérence entre votre modèle économique, le C'est marché ça. cible, etc. Donc, tous ces éléments qui doivent se tenir les uns avec les autres. Euh, Ouais. et si tu as d'autres documents à présenter, il y a quoi, si tu peux nous en donner d'autres? Ouais. Bah du coup, alors j'avais dit donc du coup au départ donc du coup fondateur, après projet, après marché. C'est hyper important de comprendre la taille du marché, le positionnement d'entreprise Hmm. sur ce marché. Ça c'est hyper important de bien se positionner, enfin, de se dire combien d'entreprises dans un secteur, combien vous avez de clients dans ce secteur actuellement et combien vous visez l'année prochaine. Nous ça nous, enfin ça c'est une vision, c'est le petit rêvé. Hein. Je me doute que c'est pas forcément hyper évident à faire, mais ça ce serait, nous ça nous permet enfin de bien comprendre votre positionnement par rapport au marché. Ensuite, on aime bien aussi avoir en quatrième set le business model. Donc ça, c'est voilà, MRR, commission, service et votre tarification, donc sous format tableau, si vous en avez plusieurs, etc. Donc ça, il ne faut pas hésiter à donner des exemples hein, si jamais enfin, pour une meilleure compréhension. Ensuite, en effet, on arrive à cette partie, donc en cinquième salle, on arrive sur une partie aussi chiffres clés et projections. Donc en effet, les métriques financières actualisées, donc là, on revient sur ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, CA, CAC, LTV, churn, panier moyen. Et d'avoir un peu cette vision aussi du chiffre d'affaires et du prévisionnel. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Il faut vraiment être toujours hyper transparent sur tout et d'être en mesure d'expliquer tous les ratios parce que forcément, des fois, on va challenger des ratios et si derrière, on sent qu'il n'y a pas de compréhension, bah, ça peut faire peur Ouais. d'un ratio non maîtrisé. Donc ça, c'est hyper important de se dire, OK, voilà comment j'ai calculé mon ratio, voilà pourquoi il va mieux, pourquoi il va moins bien, enfin, qu'est-ce qui régit ce ratio. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, en sixième salle, on a bien avoir, enfin, on aimerait bien avoir ce côté acquisition, en mode de se dire quelle est votre persona cible, à qui vous vous adressez en entreprise, quelle est votre stratégie d'acquisition, quels sont vos funnels d'acquisition, d'avoir un peu ce côté, bah, voilà, le côté funnel et de se dire, format entonnoir et de se dire, OK, quels sont les pourcentages de transformation. Et ensuite, vers la fin, on aimerait bien, nous, ce qu'on aimerait, c'est un slide un peu concurrence, de se dire, voilà, comment on va avoir un petit peu un tableau récapitulatif, de se dire comment se positionne la concurrence, quel est son chiffre d'affaires, ETP, levée de fonds, exit, mais aussi rentrer vachement dans le détail avec ses concurrents. En fait, il ne faut pas se dire que c'est un souci d'avoir des concurrents. Des fois, le marché est très important et tellement grand qu'il peut recevoir 2 concurrents. Et donc, se dire que vous avez un concurrent qui a exactement les mêmes des similitudes avec votre business model, c'est pas un sujet. Du moment que vous l'assumez et que vous le dites, bah voilà, nous, on peut avoir peut-être un peu plus de ça, un peu plus de moins, mais c'est pas non plus, voilà. Mais aujourd'hui, le marché il est assez grand. C'est des choses qu'on entend, mais n'ayez pas peur de ça. Et surtout, ne cachez pas des concurrents parce que d'une, on va le trouver par la suite. Et surtout,
rentrer dans le détail quand il y a des concurrents qui sont proches de vous, rentrer dans le détail parce que des fois, nous, dans l'analyse, on va regarder des concurrents, on va voir des choses et on va se dire, ah, en fait, c'est trop concurrentiel. Donc, on va poser quelques questions ou des fois, on va même se dire, bah, en fait, non, mais c'est pas possible. Alors que des fois, ça peut être juste peut-être une mauvaise compréhension tant de votre concurrent, de vous. Donc, c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant, en fait, de rentrer en détail avec des concurrents qui sont proches de vous. Et voilà. Je ne vais pas durer longtemps Non, sur mais tout ça, hein, ça mais fait, ouais, effectivement, non, mais c'est très bien de pouvoir justement donner ta vision sur les slides et ce que tu attends, parce que ça ouais, fait partie ensuite des documents de toute façon qu'on va vous mettre à disposition. Ça, c'est dans une logique de data room. Donc, qu'est-ce que la data room? C'est en fait, on ouais, vous ouvre un peu sous le capot, et notamment, c'est ce que vous demandez vous dans le cadre de la due diligence. Donc, quand vous allez faire en fait ouais, votre audit pour vérifier que une fois que vous ayez les premiers rendez-vous, que vous ayez des échanges, vous soyez convaincu de pouvoir éventuellement vous positionner, etc. Donc, vous allez discuter de tous ces aspects, mais vous allez demander à ce qu'on vous ouvre aussi un certain nombre d'informations, qu'on vous mette à disposition ces informations pour pouvoir évidemment investir en connaissance de cause. Et donc là-dessus, cette data room, généralement, c'est bien qu'elle soit bien rangée, bien ordonnée et claire. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir rentrer aussi avec tes équipes et avec le reste de l'équipe de Moon Venture dans le détail et ouais, creuser ces aspects, que ce soit les aspects financiers, que ce clairement. soit les aspects marchés, que ce soit les aspects concurrentiels, Totalement. produits, etc. Ça, c'est clairement, et sur cet aspect-là, sur cet aspect de data room, ce que je vous conseille pour vous permettre, enfin, ce que je conseille du coup aux formateurs formatrices, c'est pour vous permettre de gagner du temps, c'est vraiment de faire une data room sur Notion, par exemple. Hein, c'est un outil gratuit et je pense qu'il y en a plein d'autres également. Hein. Mais c'est de se dire, voilà, vous mettez toutes les informations nécessaires et au fil du temps, vous venez l'alimenter. Vous pouvez, par rapport aux questions que les investisseurs vont poser, parce que souvent c'est les mêmes questions, hein, on n'est pas très différenciant, et c'est de se dire, d'avoir un petit test Q&A et de rajouter au fur et à mesure toutes les questions qu'on peut vous poser. Comme ça vous fait gagner vachement de temps. Vous envoyez le lien avec, bah, voilà, quand je dis information essentielle, ça va être en effet BP, ça va être DEX, ça va être table de capitalisation, ça va être peut-être une cohorte client, ça va être voir le funnel d'acquisition, donc performance commerciale, organigramme, la roadmap Roadmap, technologique. ouais, voilà. Voilà, ça va être marque, brevet, le bac d'associé. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui doivent être retrouvées et structurées de manière hyper ergonomique au sein de ces outils pour permettre à l'investisseur facilement d'aller piocher au sein de tout ça, quoi. Et une fois qu'on a discuté de tout ça, évidemment, en parallèle, il y a la négociation de la valorisation. Ouais, Forcément, se pose la question de, OK, mais moi, je pense que, en fait, en termes de dilution et puis en termes de valorisation et de projection, c'est tant. C'est ouais, quoi? Tu as des ratios un petit peu? Généralement, on a de ce qu'on observe nous aussi chez Seedlegals, avec les données qu'on peut recueillir, c'est souvent entre 20 et 25% de dilution. Donc, si tu raisonnes en termes de dilution, hein, et si tu raisonnes donc en face en termes d'investissement, si tu fais 1 million d'euros investis, mettons, et ben ouais, forcément, tu trouves des valorisations entre 3 et 4 millions, mais tout ouais, simplement par une règle de 3 assez simple. On a des webinaires et vidéos là-dessus d'ailleurs, mais toi, comment tu vois ouais. les choses? Parce que côté investisseur, c'est différent, évidemment. C'est différent, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, aussi d'avoir un regard aussi investisseur, de comprendre comment on fonctionne pour la fixer et qu'est-ce qu'on regarde, enfin, pourquoi on la fixe à temps, qu'est-ce qu'on va regarder, enfin voilà, Mhm. qu'est-ce qu'il y a en sous-jacent. Donc concrètement, déjà, on va s'appuyer sur une réalité de marché. Hein. Donc, par exemple, nous, on s'appuie sur le rapport d'Avolta que je peux que vous conseiller Ouais, bien sûr. de, Vous pouvez de, regarder, de c'est le type télécharger. d'Avolta, c'est une banque d'affaires Ouais, qui est en France, mmh, AVOLTA, et ils mettent à ouais, disposition tous les trimestres et chaque année aussi des rapports avec des informations. Donc, clairement, c'est exactement. bon. Observer du coup sur toute la French Tech, etc. Donc non, c'est vraiment selon différents secteurs. Donc nous, on va s'appuyer par exemple sur des genres de statistiques réalisées à grande échelle. On va aussi s'appuyer sur nos propres portefeuilles, hein, bien évidemment, parce que du coup aujourd'hui, on a quand même assez de Bien recul sûr. pour pouvoir en juger. Et toujours en fonction de certains KPI, les KPI que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, de se dire, en fonction qu'ils soient plutôt bons ou moins bons, on peut appliquer des multiples plus ou moins élevés. Avec, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée sur ce rapport d'Avolta, en 2024, la médiane des valorisations tourne autour de 6,5 fois les revenus.
avec certains secteurs qui vont tirer vers la médiane vers le haut, hein, notamment les medtech et la fintech. Hein. La medtech, c'est environ 15,5 hein, de multiple médian qui a été stipulé par Avolta, et d'autres qui vont plus la tirer vers le bas. Mais en effet, pour rejoindre tes paroles sur ce côté de dilution, les bonnes pratiques en CDD céréales se situent généralement entre 15 et 25%. Nous, c'est ce qu'on préconise. Et sur ce sujet valorisation, en face d'un investisseur, voilà, c'est sur un peu comment négocier ou comment, voilà, comment voir, enfin, voilà, comment imaginer le Comment futur. aborder le sujet? Parce que de toute C'est façon, ça, ce sujet, c'est un sujet qu'il faut aborder. Il n'y a pas de c'est tabou sûr. dessus. C'est clairement Ouais, clé avant même de passer au juridique, parce que avant de se mettre d'accord sur les termes de comment on va investir, les premiers éléments, évidemment, il y a tout l'aspect de due diligence, de data room qu'on va aller regarder, que vous allez regarder en tant exactement. qu'investisseur. Mais après, il y a évidemment aussi la question de la valorisation, sur quoi on va Ouais. se mettre d'accord. Et après, on passe Mm. au juridique. Mais là-dessus, vous, ce qui est intéressant de comprendre, côté investisseur, c'est que vous attendez également des multiples en termes de retour sur Clairement, investissement. Et donc, c'est ces totalement. multiples aussi. Donc, d'où l'analyse qui est un petit peu différente vous concernant. C'est des multiples où tu as des éléments là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on raisonne forcément avec une perspective d'exit. Et généralement, nous, on va viser un multiple de sortie autour de 6 à 7 fois notre investissement. Ok. Donc en fait, forcément, notre valorisation, si demain on arrive sur une valorisation trop importante et qu'on voit que le business model va arriver à temps et que nous, on se dit, bon voilà, Tu auras avec un un modèle exemple à nous conservateur, partager relativement récent là, sur un investissement? Sans nommer, non, hein. bah, enfin après, si en soi j'en ai plein, mais c'est des startups qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui arrivent à 20 millions de valorisation, donc une valorisation totalement démentielle, Ah oui. pas du tout en concordance. Ah, mais Enfin, là, du coup, c'est intéressant parce que si c'est ce cas, 1 million ouais, et 20 millions investis, donc là, d'un point de vue de dilution, c'est très bien pour eux. Mais ensuite, ça veut dire que toi, de ton côté, donc il y a un vrai c'est ça. potentiel de croissance pour ce type de projet. Ça veut dire que c'est 6 fois les 20 millions que toi, minimum, tu attendrais, quoi. Exactement. Et c'est ça. Donc, c'est mettre la barre très haut quand même. Exactement, c'est mettre la barre très haut et beaucoup trop haute derrière. Et en fait, le risque aussi de mettre une valorisation hyper élevée, et c'est le cas peut-être au départ quand on est avec des business angels qui sont peut-être un peu moins regardants et qui ont aussi moins, qui sont peut-être moins regardants sur, ils ont moins une réalité de marché. C'est qu'en fait, c'est pas, ça représente pas une valorisation de marché. Et le risque, c'est qu'au tour suivant, bah, vous ayez du mal à convaincre des fonds, ou pire, bah, décevoir des investisseurs historiques en raison d'une valorisation trop importante. Et du coup, qui ne veulent pas bah, vous suivre dans les prochains tours parce qu'en fait, ils se sentent enfin, voilà, ils se sentent un peu, enfin, voilà, forcément, ils Un peu sont lésés là-dessus voilà, parce lésés, que peut-être ils merci. n'avaient pas le benchmark que toi tu peux avoir en tant Exactement. qu'institutionnel et autres. Mais d'où Ouais, l'importance aussi de se mettre un peu dans vos chaussures. C'est-à-dire que vous attendez un multiple, vous, c'est intéressant de préciser ce multiple de x6. Évidemment, ouais, si c'est plus, pareil, hein, c'est toujours mieux. Mais après, bien avec la sûr. possibilité de voir s'il y a des exits également dans tel ou tel secteur, et Ouais, ça participe justement à votre analyse. Globale sur est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas, et c'est les clairement. discussions. C'est combien de rendez-vous généralement, vous, avant d'envoyer une lettre d'intention Ouais, généralement, nous, en termes de rendez-vous, on est à 4. 4 bien en bon rendez-vous avec justement 2 rendez-vous avec moi. Un premier, on balaye tous les points. Mhm. Ensuite, j'arrive avec plusieurs Q&A. Mhm. Je refais un petit peu un point d'étape. Ensuite, c'est un rendez-vous avec un expert. On aime bien mettre un expert aussi pour avoir Bien un peu sûr. ce regard. Et avec Mathieu, qui est le directeur de The Moon Venture. Ça nous fait 3 regards différents, parce que du coup, c'est la fondateur et l'investisseur qui est le plus important, mais c'est ça généralement, pour nous de notre côté. Non, mais Mais c'est il y a quand même intéressant pas parce mal que de petits pareil, échanges de Q&A en amont. et ça dans le processus, clairement, parce que Ouais, si on discute avec plusieurs fonds, vous imaginez, voilà, vous discutez avec une dizaine, ça fait minimum 40 rendez-vous. Vous imaginez le temps clairement. passé. Mais Ouais, on a déjà bien balayé tous ces différents points. Merci pour tous ces éléments. Et là, avec les 6 minutes qui nous restent, je pense qu'on peut passer à vos questions. Il y en avait déjà deux, d'ailleurs, qui étaient posées. Il y avait Yvan qui posait la question de savoir bon, les ratios indispensables pour un investisseur. Bon, déjà, c'est peut-être différent selon si c'est un acquéreur ou un investisseur. Mais toi, les indispensables, tu en aurais? Ou c'est ceux que tu as cités, en fait? ouais, c'est vraiment ce que j'ai cité. Ça va être bah, le ratio 40 que j'ai pu vous dire, le LTV sur CAC,
Ce côté CA par ETP, ce côté cash burn qui doit être ne pas dépenser généralement 2 fois le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Ça va être le panier moyen, ça je vous en ai déjà parlé, le Mm. churn. Mm. Donc non, non, franchement, La j'ai taille quand du même déjà... marché, après, mais bon, ça Ouais, revient c'est aux ça. éléments dont on a Ouais. parlé. Ouais. Il y a une autre question qui est posée par Sandrine sur comment Mm. gérer les NDA. Parce que c'est vrai que des fois, et ça c'est des questions qu'on nous pose, on n'a pas envie de tout dévoiler à l'investisseur. Et Ouais, je donc, peux est-ce que comprendre. on te fait signer un NDA ou... Parce que des Ouais, fois, moi j'entendais une position d'un business angel que je ouais. connais très bien et qui me disait, mais moi si on m'envoie un NDA, même pas je regarde. Même pas je Ah oui, regarde le d'accord. NDA, même pas je regarde le pitch deck, parce que enfin, pourquoi on me demande. Après, c'est parce que peut-être on est avec un profil d'investisseur très différent, c'est-à-dire qu'on est Ouais, là à créer une histoire et tout. Si on est tout de suite sur l'NDA, lui il se dit, mais bon, qu'est-ce que je vais pas ouais, aller pas... diffuser le pitch deck de mon côté ou je ne sais quoi. Mais après, c'est des questions côté entrepreneur qui se posent. Mais tu vois, tu as l'air ouais. assez ouverte sur, ok, bah, tu demandes un NDA, pourquoi pas. Ouais, ouais, carrément, c'est sûr. Alors du coup, c'est sûr que du coup, ça fait un échange en plus de mails, donc forcément, c'est juste ça qui peut être le côté, le point faible. Après, je comprends. Il faut se dire que c'est quand même pas dans notre intérêt demain d'envoyer. Enfin, d'une, on n'a pas le temps. Deux, ça, c'est pas dans notre intérêt d'envoyer votre pitch à tout le monde. Parce que c'est derrière aussi notre réputation. En fait, de se dire Mm. si demain, enfin, en fait, faut se mettre aussi à notre place, c'est que demain, si The Moon Venture ou même un business angel envoie à quelqu'un d'autre à un concurrent ou machin, bah, du coup, le concurrent peut se dire, bah, en fait, qui dit qu'il me fera pas la même chose à moi? Enfin, en fait, c'est aussi notre image derrière, en fait, qui est entachée et je pense qu'on a tous ça en tête. Honnêtement, c'est que je remarque une différence, ça fait quand T'as même plus de déjà 2 ans et signé demi des que... NDA, toi? Et non. Ouais, c'est ça. Ça fait Non? 2 ans et demi que du coup que je suis au sein de The Moon Venture Ouais. et je vois une différence aujourd'hui avec de plus en plus d'NDA signés. Ah ouais? Alors qu'auparavant, pas forcément. D'accord. Voilà, je ne sais pas forcément à quel constat je vendre cette remarque, mais j'ai pas de parti pris. Si ça vous rassure, faites-le. Mais maintenant, voilà, sachez que ça nous est jamais arrivé d'envoyer des. Enfin, voilà, c'est pas dans notre intérêt, c'est en termes de Ouais, bien sûr. réputation et en Ouais, termes il y de a un temps. aspect pragmatique, mais tout en C'est étant ça. effectivement assez, Voilà. Mais après, si ça vous rassure, assez confiant dans la honnêtement, relation qu'on crée avec l'investisseur. Ok. c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres Exactement. questions pour nous, mais principalement Oriane avec The Moon Venture? Je pense qu'on a passé pas mal de sujets, mais il y a clairement tellement de questions et de sous-questions à avoir et à adresser là-dessus. Donc, on a essayé d'avoir un regard un peu plus général. Et effectivement, une autre question qui est posée par Yann sur souvent celle des solo founders, c'est-à-dire est-ce que c'est toujours un no-go ou pas? Ouais, du tout. Du tout. Non, 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 c'est pas du tout un no-go. Nous, on finance beaucoup de startups, enfin de fondateurs qui sont tout seuls. C'est vrai que ça peut être vu comme plus difficile pour vous. Souvent, ce que je ressens, moi, quand j'en rencontre, c'est souvent cette solitude, pardon, du fondateur dans cette prise de décision, de est-ce que je prends des bonnes décisions, etc. Donc, intérêt pour vous, mais ça, je parle vraiment pour vous, en tant que personne, d'être accompagné par des structures relatives légales ou par avoir un board hyper structurant qui vous permet de vous challenger et d'être à vos côtés pour prendre des bonnes décisions. Donc du coup, c'est ça peut-être à nous mettre en exergue lors de nos échanges, nous derrière, pour aussi peut-être pas nous Bien sûr. rassurer, mais Non, mais c'est que vous êtes venir des se dire, bah voilà, partenaires. j'ai un regard Et... extérieur, etc. Mm, mm, Mais on n'a pas, enfin, c'est pas du tout un red flag. mm. C'est plus que je sais que c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est clair. Et ça, Ouais, après, c'est à mettre aussi dans le contexte. Si déjà, en tant que solo fondeur, on a réussi à créer une équipe, à avoir clairement. l'attraction qui peut être celle dont on parlait quand on arrive du seed à la série A, Ouais, évidemment, ça devient. Bah, en fait, on a déjà plus ou moins fait ses preuves sur le début, sur la capacité à ouais, s'entourer, à créer une équipe. Parce que là, en solo fondeur, à arriver à faire une boîte qui fait peut-être 1 million de chiffre d'affaires et autres clairement. tout seul, ça reste Ouais. Après, c'est aussi un point fort peut-être aussi de compliqué, quoi. Mais oui, s'entourer de personnes aussi, enfin d'avoir exactement. un associé, d'avoir même un lead founder, de se dire en fait, chacun Ouais, a ou ses des forces et salariés clés faiblesses. qu'on peut peut-être pas Exactement. voir comme fondateurs, mais c'est des personnes Ouais. clés, stratégiques, avec qui Exactement. on sait s'entourer et qui ont du coup, capitalistiquement, peut-être pas Ouais. autant qu'un fondateur, Ça, mais ouais. oui. Ça, c'est hyper important. Tu mets le point sur quelque chose d'hyper important, c'est de se dire quand vous avez des personnes clés au sein de votre équipe, faut en effet, je pense,
les entrées dans votre capital ou du moins envisager ce genre de choses pour en fait vous permettre de garder ces personnes, ces talents à vos côtés, de les engager davantage aussi à vos côtés. Enfin, c'est des points clés qui arrivent du coup peut-être à un stade un peu plus élevé, mais qu'il faut vraiment envisager pour garder ces talents. On va peut-être prendre une dernière question qui nous est posée, c'est la durée moyenne des négociations avant décision d'investir. Ouais, alors ça dépend de vos interlocuteurs, encore une fois, si vous êtes au tout départ, Love Money, etc., donc ça va hyper vite. BA, c'est pareil, ils vont tout seuls dans les investissements, donc ça peut aussi aller très rapidement, c'est juste question de banque, etc., donc je pense que ça doit être un délai, je sais pas, de 3 semaines, un mois, même pas. Et de notre côté, plus donc, du coup des clubs de BA comme on peut être, ça va être plus du coup, nous par exemple, c'est 3 mois, pardon, à partir du moment où on a les documents et à partir du moment où l'argent est sur le compte. On est plutôt considéré comme étant des acteurs quand même assez rapides, assez réactifs. Donc il faut peut-être compter un peu plus pour d'autres clubs de BA ou d'autres fonds un peu plus structurés. Après, quand vous allez sur du cap dev, donc là, bon, quand vous aurez atteint une taille beaucoup plus importante, on est sur des délais beaucoup plus longs. Du coup, il y a toute la partie due diligence en amont, il y a toute la partie, enfin voilà, il y a plusieurs rendez-vous, etc. Donc là, il faut plus compter, je pense, 6 mois au moins. Donc en fait, plus vous allez prendre de l'âge, enfin plus votre entreprise va prendre de l'âge, mais en même temps vous aussi, plus forcément les délais seront un peu plus longs. Mais c'est sûr qu'il faut voilà, toujours avoir ce momentum de se dire, ok, dynamique de train, je lève quand forcément, quand je me dis pas, enfin, voilà, quand je me dis que je suis dans une bonne dynamique, que je vais avoir des interlocuteurs, je vais avoir des partenaires à mes côtés qui vont me permettre de me soutenir dans cette croissance. C'est clé d'avoir ça en tête, je trouve. Nous, on observe aussi, on accompagne principalement côté Siligas du pré-seed seed et Ouais, un peu moins côté série A, mais généralement, ce qu'on observe, c'est entre allez, 3 à 9 mois. Mais c'est pas quand on a engagé la discussion, c'est aussi le temps de trouver des investisseurs qui exactement. peuvent coller Ah bah c'est également, mais ça. on y est revenu. Donc là, forcément, le temps est encore un peu plus long, d'où l'importance de se préparer et on espère justement avoir pu contribuer à ça en vous dévoilant quelques informations qui, on l'espère, vous sont utiles. Et on a passé déjà de 2 minutes notre délai. Mais merci beaucoup, Oriane, et merci à vous pour nous avoir suivis. Et Clairement. n'hésitez pas à aller retrouver à la fois ces contenus sur notre blog Seed Legal, sur notre chaîne YouTube Seed Legal France. On a tout un tas de contenus téléchargeables et autres. Et puis, on vous dit euh, plein de bons succès pour la suite avec votre projet. Et je te remercie encore, Oriane. Bonne soirée tout le Merci à monde. toi. Merci à tous d'être venus. Salut! Au revoir.